on appelle toujours au boycott des produits dérivés, tout produit en rapport avec le PSG et des abonnements aléatoires et d'aller au parc. On est toujours unis contre le plan Le Prou, contre l'aléatoire et mettre un peu la pression sur la direction du club pendant cette période de médiation pour qu'ils prennent la bonne décision et qu'ils nous redonnent nos places dans les virages de façon non aléatoire. On veut prouver au PSG que les gens qui sont dans cette tribune ne sont pas forcément des malfaiteurs, des gens qui se détestent, et il y a des gens de toutes les tribunes qui sont là, que ce soit la tribune Auteuil, tribune Boulogne, des anciennes associations, des gens qui n'étaient pas cartés dans des associations des lambda, qui sont là et qui arrivent à se manifester et à se rassembler derrière une même cause qui est le soutien envers le club. Parce que nous, c'est les couleurs, le club, rouge et bleu, Paris SG. Aujourd'hui, la moyenne au parc, elle est ridicule. On doit tourner à 18 000 avec un nombre d'invitations assez important, alors que le PSG joue bien, est bien situé. Le parc est en train de s'éteindre. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, à retourner leur veste en voyant que le plan Le Prou, finalement, certes, il a enlevé une partie de la violence, mais il a enlevé aussi la ferveur. Et il n'y a pas de grand club sans public et sans tribune active, quoi. Le Paris Saint-Germain, Robin Le Prou veulent un esprit festif, des tifos, de l'animation, mais si on déplace tous les gens de façon aléatoire, il ne peut pas y avoir de réunion d'associations, et donc la création de ces tifos, de ces animations est de facto impossible, quoi. On ne peut pas organiser des choses si on ne sait jamais dans quelle tribune on sera et avec qui on sera.
Deuxième partie de ce Mediapart Live consacré au foot. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Rebonsoir si vous étiez déjà parmi nous pour le premier débat. Je vous rappelle l'offre exclusive d'abonnement de Mediapart, valable jusqu'à minuit, à savoir 4 mois d'abonnement pour 19 €. Seul le lecteur peut acheter Mediapart. Soyez-en, rejoignez-nous, abonnez-vous. Voilà pour ce petit message à caractère promotionnel, il est important. Nous allons évoquer ensemble à présent une autre dimension du football. Nous avons appelé cette partie l'Euro 2016 à quel prix? Un débat que je vais co-animer avec Jérôme Latta, rédacteur en chef des cahiers du foot et aussi journaliste pour Regard. Rebonsoir Jérôme. Ce débat va s'articuler en 2 temps. En effet, la facture s'annonce très salée à l'issue de cet Euro de football, au sens propre, d'un point de vue économique tout simplement, mais aussi au sens figuré quand on s'intéresse aux privations de liberté individuelle qui touchent aux libertés publiques, qui touchent les supporters. Nous allons développer ce débat tous ensemble et je vous présente nos invités. Nicolas Hourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue du supporterisme et professeur agrégé à l'École centrale de Lyon. Pierre Barthélémy, bonsoir. Vous êtes avocat, vous avez notamment défendu plusieurs supporters interdits de stade. Jean-Pascal Gaillan, vous êtes économiste du sport et professeur de sciences économiques à l'Université du Mans. On va parler du Mans, justement. Et Vincent Grimaud, vous êtes journaliste à Alternative économique qui consacre dans ce numéro de juin un dossier sur l'euro très très bien réalisé. Bonsoir à tous. J'aimerais qu'on commence déjà par un exercice de définition. Nicolas Hourcade, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un supporter, un ultra, un hooligan? Il y a toute une typologie. Oui, je peux, donc je vais le faire. Merci. Non, supporter, simplement, c'est quelqu'un qui soutient une équipe ou un sportif pour un sport individuel. Donc quelqu'un qui, quand il va regarder un spectacle sportif, souhaite avant tout la victoire de son équipe. Il y a 2 manières très différentes d'être supporter. Ensuite, la différence entre ultra et hooligan, c'est des manières dont des supporters extrêmement engagés vivent leur passion. On va commencer par les hooligans puisque c'est plus simple. C'est au départ, dans l'Angleterre des années 60, des jeunes supporters plutôt des classes populaires qui s'approprient les gradins derrière les buts et qui vont considérer que ces gradins leur appartiennent et mener une lutte de territoire contre les supporters adverses. Donc au départ, c'est l'incarnation d'une certaine violence dans le stade et petit à petit, les hooligans, même s'il y a des variations dans l'espace et dans le temps, se sont constitués comme des groupes qui recherchent avant tout la confrontation physique, la violence. Donc c'est un objectif central pour eux. Les ultras, c'est un style de supporterisme qui apparaît en Italie dans les années 60-70, où là, ce sont des groupes structurés qui, en France, prennent la forme d'associations de la 1901, dont l'objectif premier est de soutenir leur équipe au stade. Donc ça passe par des chants pour soutenir l'équipe, des animations qui colorent les gradins qu'on voit souvent à la télévision, et aussi un discours critique par rapport à leur club et au monde du football. Mais comme le nom d'ultra le dit bien, il y a aussi une dimension de radicalité, de supporterisme extrême, et à certains moments, il peut y avoir des débordements. Donc la différence entre ultra et hooligans, c'est que les hooligans sont centrés sur la violence, c'est des bandes informelles, les ultras, c'est des associations qui cherchent avant tout à soutenir leur équipe et qui, à certains moments, peuvent déborder. Voilà, merci pour cet exercice de définition, on y voit plus clair. Jérôme. Oui, alors en introduction de cette soirée, on a parlé d'un phénomène d'éviction des publics populaires dans le football actuel. On peut aussi le baptiser sous le nom de gentrification des tribunes. Alors c'est un phénomène qui ne s'est pas passé partout pareil en Europe, mais qui a été particulièrement exemplaire en Angleterre et en Première Ligue. C'est-à-dire qu'après plusieurs drames ayant occasionné des dizaines de morts dans les stades, a été mise en œuvre une politique à la fois par l'État, par le pouvoir public et puis par le gouvernement du football anglais, une politique de sécurisation, mais derrière laquelle s'est développée une politique de développement économique du football anglais, qui a consisté, en résumant, à remplacer le public populaire par un public plus nanti, issu des classes moyennes aisées, supérieures, plus consommateur, plus docile, plus facile à gérer. Alors, tout à l'heure, on a vu des images d'une manifestation de supporters du Paris Saint-Germain. En France, on n'est pas du tout dans la même configuration. On n'est pas encore, ou du moins, dans la même configuration qu'en Angleterre. Mais il se trouve qu'au Paris Saint-Germain, un peu avant la reprise par un fonds d'investissement qatari, et par la suite, a été menée une politique, là aussi en accord avec le club et les pouvoirs publics, de sécurisation, mais aussi de
on va dire, de remplacement du public. Alors, Maître Barthélémy, vous défendez vous êtes supporter du PSG, on peut le dire. On peut le dire. C'est avouable. Vous défendez plusieurs supporters, donc vous êtes confronté à cette problématique. Est-ce que vous pouvez nous dire, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain ces dernières années ? Alors, avant de parler des dernières années, on va revenir à ce qui s'est passé dans les années 2000, où le Parc des Princes a été un peu captif d'une rivalité devenue exacerbée entre deux groupes qui étaient géographiquement opposés entre les deux tribunes derrière les buts, qui ont conduit à des débordements qui, en fait, ont complètement débordé le cadre sportif et le supporterisme, qui était motivé par d'autres sujets qui potentiellement étaient politiques et puis après sont devenus un peu un culte, un peu un engrenage. Et ça aboutit, notamment en 2010, au décès d'un supporter lors d'un affrontement entre les deux groupes au pied du stade. Donc là, les pouvoirs publics et le club ont réagi fermement. Ils ont dit stop. Aujourd'hui, on interdit les associations de supporters. On ne permet plus les abonnements en virage. Donc en fait, on visait directement des zones générales pour ôter le problème. Et on a eu donc une première année qu'on peut appeler de transition, où on a écarté l'ambiance et les supporters les plus fervents du Parc des Princes pour réfléchir de manière provisoire, transitoire, à l'instauration d'un nouveau modèle, d'une nouvelle gestion des supporters. Et un an après, sont arrivés donc de nouveaux investisseurs riches qui ont investi massivement et qui ont permis en fait au Parc des Princes de se remplir à nouveau avec un public qui comprend les anciens, mais aussi beaucoup de nouvelles personnes attirées par l'attraction. Petit à petit, le club s'est peut-être dit que la question de la sécurité, c'était un coût, c'était une charge, c'était compliqué, c'était des responsabilités. Et donc, ils sont rentrés dans une stratégie d'éviction des associations de supporters et d'augmentation du prix des places, en partant du postulat que les problèmes qui peuvent venir en tribune viennent surtout des personnes populaires. C'est leur conception. Et désignés comme les ultras. Désignés comme les ultras, mais pas que, puisque toutes les associations, à ce moment-là, ont été interdites. Donc, c'est le problème. Sur ce point, en revanche, il y a eu beaucoup de fantasmes avec l'histoire de peut-être que tout ça avait été organisé pour pouvoir permettre le rachat du club. Ça l'a favorisé quand même. Ça l'a favorisé. C'est certain que ce soit organisé en tant que tel, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de... Le PSG, c'est un processus beaucoup plus large. Ouais. Est-ce que vous pouvez décrire justement ce processus ? Oui, le processus, c'est ce que vous disiez. En fait, on peut le prendre à partir de l'Euro 2016. Il y a 10 stades qui vont accueillir l'Euro 2016. Sur ces 10 stades, il y a 4 nouveaux stades. En 1998, on fait une Coupe du Monde. Il y a 10 stades, il y a un nouveau stade. Alors on peut dire qu'il y a des rénovations fortes en 1998, mais il y a aussi des rénovations fortes cette année. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors qu'on a déjà refait des stades en 98, pourquoi on a besoin d'en refaire autant ? Parce qu'il faut être bien clair, on n'organise pas, c'est pas à l'occasion de l'organisation de l'Euro 2016 qu'on s'est dit tiens, on va faire des stades parce qu'il faut accueillir la compétition. C'est complètement l'inverse. La France s'est dit on est en retard dans notre parc de stades par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, donc il faut qu'on se porte candidat à l'organisation de l'Euro 2016 pour avoir une possibilité d'accélérer le renouvellement de notre parc de stades. C'est quand même incroyable qu'on se pose cette question-là à partir de 2006-2008, alors qu'on venait juste organiser la Coupe du Monde. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et ce qui s'est passé, l'exemple que vous preniez sur l'Angleterre est intéressant, c'est qu'en gros, le football a changé complètement de dimension dans les années 90. Le football est devenu une économie extrêmement compétitive à l'échelle européenne et mondiale. Pourquoi ? Harry Bosman, qui libéralise les transferts à l'échelle européenne, donc les meilleurs joueurs peuvent être concentrés dans les meilleurs clubs, quelle que soit leur nationalité. La Champions League, donc la principale coupe européenne, est devenue une ligue semi-fermée où les meilleurs clubs sont quasi assurés d'être en permanence, et les droits de télé ont explosé avec l'émergence des chaînes de télévision payantes. Et donc, en 98, quand la France a organisé ce mondial, elle n'était pas dans ce schéma-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Anglais, en 96, eux, donc en 1996, avant, ont réussi à faire ce tournant. Pour la raison que Jérôme évoquait, c'est-à-dire que dans les années 80, il y a des incidents très graves dans les stades anglais, avec des dizaines de morts. Et donc là, les Anglais partent d'un triple constat. Le premier, c'est que notre football n'est pas attractif. Deuxio, on a des hooligans, c'est inacceptable. Et tertio, nos stades sont vétustes et inacceptables aussi. Donc, ils reconstruisent complètement leur football autour du nouveau stade, d'une nouvelle économie du football. Et donc, on a les deux piliers du football moderne. C'est la lutte contre le hooliganisme d'un côté et le nouveau stade de l'autre. Et donc, on reconstruit là-dessus une économie prospère, qui, en plus, comme elle anticipe sur les autres pays, va devenir de plus en plus prospère. Et qu'est-ce que fait la France depuis la fin des années 2000 ? C'est exactement ça. C'est on lutte contre le hooliganisme,
on fait de nouveaux stades pour construire un nouveau football. Et l'exemple du PSG est particulièrement parlant parce que ça pose de vraies questions. C'est-à-dire est-ce qu'on a que le stade d'avant que décrivait bien Pierre Barthélémy, c'est-à-dire à la fois beaucoup d'ambiance mais aussi beaucoup de violence, ou que le stade d'aujourd'hui avec plus vraiment d'ambiance, ça pose même problème au club, et un contrôle extrêmement fort, une aseptisation de l'ambiance et les classes populaires qui sont évincées du fait du prix des places. Et donc la question qui se pose sur ces stades modernes, c'est que est-ce qu'on est finalement dans un stade où il y a le contrôle absolu par les organisateurs du spectacle, le temple de la consommation et des spectateurs qui sont un peu joués de ça. Ou au contraire, est-ce qu'il y a des capacités de résistance parmi les supporters? On l'a vu avec cette manifestation, il y a des associations comme l'Association nationale des supporters qui cherchent à défendre les droits des supporters et une autre vision du football. Est-ce que ces résistances-là peuvent s'organiser pour construire un football un peu différent, avec certes des contraintes économiques, mais aussi une possibilité d'expression pour les spectateurs dans les stades? J'aimerais qu'on revienne justement sur cette dimension liberté publique quasiment bafouée avec vous, Pierre Barthélémy, puisque vous défendez des supporters interdits de stade. On a un peu la sensation que le supporter est considéré comme un citoyen de seconde zone, au sens où observer les supporters, c'est une forme de laboratoire ou de cobaye quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France sous l'état d'urgence. Est-ce qu'il y a un parallèle envisagé? Est-ce que vous avez des cas concrets de supporters et de voir ce qui leur est arrivé? Alors effectivement, depuis 2006 et puis postérieurement depuis la candidature justement pour l'Euro en 2010 et la création de la Division nationale du hooliganisme en 2009, on a une hypertrophie des mesures de police administrative, donc qui sont des mesures préventives mais restrictives de liberté, au détriment des mesures judiciaires qui sont le cas classique d'une personne qui commet une infraction, qui a le droit de se défendre dans le cadre d'un procès et qui éventuellement est sanctionnée. Et donc tout ce développement s'est accéléré ces dernières années. Pour donner des chiffres indicatifs sur ce qui est les interdictions de déplacement de supporters. Donc ce n'est pas l'interdiction de stade pour un cas particulier, c'est le préfet qui considère qu'il n'a pas la capacité d'accueillir les supporters adverses dans le stade où se déroule la rencontre. Et donc il décide d'interdire la venue de ces supporters. Donc ce dispositif a été créé en 2011. Il a été utilisé 3 fois lors de la première saison. Il a été utilisé 39 fois la saison dernière et 218 fois cette saison. 218 fois, ça veut dire 5,5 matchs par week-end de football. Et pour quel motif, justement? Oui. Alors le motif est varié. Juridiquement, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public et qu'en contrepartie, l'État ne dispose pas des moyens d'assurer la sécurité du déplacement des supporters. Mais après, pour justifier ces principes-là, on a un peu du folklore et la palme revient à la préfecture de l'Aube qui s'est amusée une première fois à invoquer les soldes dans les magasins d'usine, une deuxième fois les foires de l'Aube. Je ne suis pas résident, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que des foires, il y en a quand même dans tous les départements régulièrement. Après, ça a été l'organisation d'une course cycliste en parallèle. Donc on trouve toujours un moyen, c'est pas très compliqué. Par exemple, pour un autre match, pour les Lensois, on a invoqué l'enjeu sportif au motif que Lens jouait la montée et donc du coup il y avait peut-être plus de tension dans les tribunes, alors qu'en plus à ce moment-là, Lens mathématiquement ne pouvait plus monter. Donc en fait on écrit un peu tout ce qui passe par la tête en partant du principe que comme c'est des mesures qui font peur, on prévient les gens que si jamais on ne prend pas cette mesure, il y aura des graves troubles, qu'en plus les forces de l'ordre sont occupées à la lutte contre le terrorisme. Et donc il y a toute cette histoire et c'est devenu en fait une solution de facilité, systématique. Par exemple, les supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas pu se déplacer 10 fois cette saison. 10 fois, c'est démesuré. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est le développement des interdictions de stade individuelles. Donc, avant, c'était la traditionnelle interdiction judiciaire de stade, créée en 1993 par la loi Alliot-Marie. Donc, comme on disait, une personne qui commet une infraction passe devant le tribunal et elle prend une amende, une peine de prison et accessoirement une interdiction de stade. Et on a créé en 2006, dans une loi de lutte contre le terrorisme, l'interdiction administrative de stade. Et donc, il suffit que le préfet considère qu'une personne présente un risque de trouble grave à l'ordre public parce que dans un match précédent, elle aurait peut-être commis cet acte grave ou parce que durant plusieurs matchs, elle aurait commis des petits débordements. Mais on est sur la foi de quels éléments? Sur la seule foi du discours des forces de l'ordre. Donc sans contradictoire, sans accès aux preuves ou quoi que ce soit. Donc souvent, de toute façon, les preuves, c'est un simple témoignage d'un policier dont on ne peut pas démontrer le manquement. Et est-ce qu'elles sont attaquables? Enfin, vous les attaquez, ces interdictions administratives de stade. Est-ce qu'elles tiennent devant un juge?
Alors, il y a deux types de recours. Il y a le recours en urgence, en référé, qui permet d'obtenir tout de suite la suspension de la décision en disant on la suspend parce qu'aujourd'hui on pense qu'il y a une atteinte grave et qu'elle n'est pas justifiée et on étudiera plus profondément pour voir si on annule. Et il y a le recours au fond, l'annulation, où là, le juge a le temps de se prononcer et il dit c'est complètement illégal, j'annule, c'est pas illégal, je maintiens. Et en urgence, les juges refusent de se prononcer 99% du temps en disant non mais aller au stade ou même si en plus vous devez pointer au commissariat à chaque match, c'est qu'une atteinte proportionnée, limitée à votre liberté d'aller venir, à votre vie familiale, donc il n'y a pas urgence à se prononcer, on verra dans 1 an, on verra dans 2 ans. Allez faire vos 60 pointages au commissariat dans l'année, même à 15h le mercredi pour un match de Coupe de la Ligue. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Et après, au fond, là, c'est sidérant. Hein. Le Sénat a dit, lors des travaux parlementaires en avril dernier, que les 2/3 des interdictions administratives de stade étaient annulées. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui, pendant 1 ou 2 ans, vont pointer 60 fois par an au commissariat et au bout de 2 ans, le juge dit « Ah, effectivement, vous n'avez rien fait. On vous a privé de stade pendant 2 ans et en plus, on vous a privé de vie familiale ou de vie professionnelle ou de vie sociale 120 fois. » Alors, et on dit, en filigrane, on dit c'est pas très grave parce que ce sont un peu des citoyens de seconde zone. Alors, Nicolas Orcade, c'est quoi la politique des pouvoirs publics ou des instances du football derrière cette répression, ces privations de liberté? Ça prend quel sens? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différentes manières de lutter contre le hooliganisme. Tous les pays ne font pas de la même manière. Mais là, on ne lutte pas contre le hooliganisme. Alors, justement, en gros, il y a deux choses à voir. Il faut savoir comment on concilie des impératifs de sécurité, parce qu'il y a des problèmes de violence et il faut lutter contre, et il faut avoir une politique répressive à un moment donné, et comment on concilie ça avec l'impératif de liberté publique, du respect des libertés publiques et l'ambiance populaire des stades. Le choix de la France, c'est de faire passer avant tout l'impératif de sécurité. Et donc l'idée, c'est de ratisser large pour être sûr de prendre un peu les hooligans, mais de prendre beaucoup plus large. Et donc la grande question, c'est quelle politique de lutte contre le hooliganisme on construit. Ce qu'ont fait les Anglais dans une situation extrême, c'est de mettre l'accent sur la tolérance zéro, une répression extrêmement forte, et ensuite l'augmentation du prix des places qui a épuré aussi les stades et renvoyé les problèmes ailleurs. La France a choisi plutôt cette voie-là. D'autres pays ont fait autrement. Le modèle qu'on prend souvent en exemple, c'est le modèle allemand. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des problèmes de violence extrêmement graves, aussi graves que les Anglais, des problèmes de racisme extrêmement profonds. Et dès les années 90, ils ont mené une politique équilibrée, avec d'un côté répression contre la violence et le racisme, et de l'autre prévention, dialogue avec les associations de supporters pour faire bien une distinction entre les hooligans qui posent problème, qui sont là pour casser, pour faire simple, et les supporters qui sont là pour participer. Et le problème de la politique française, c'est qu'elle est sur une jambe, elle fait uniquement de la répression, c'est l'optique tolérance zéro, risque zéro, principe de précaution. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est sur qui elle tape. Est-ce que véritablement elle cible les supporters dangereux, ou est-ce qu'elle cible les supporters qui sont un peu critiques, les supporters qui mettent un peu trop d'ambiance, les supporters qui pensent différemment? Le grand doute, c'est ça. Et donc, ça mériterait une vraie réflexion politique sur qu'est-ce qu'on veut. Parce que, par exemple, interdire les déplacements de supporters, c'est pas absurde. Si on interdit les déplacements de supporters en Argentine ou en Grèce quand les stades sont à feu et à sang, c'est parfaitement logique. Effectivement, ça coûte beaucoup trop cher, il y a des risques beaucoup trop grands. Quand en France, on en arrive à interdire les supporters de Rennes pour aller à Caen, là, il y a un problème. Et donc, du coup, ce n'est pas une solution purement technique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire des stades? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des supporters des deux camps? Si oui, à quelles conditions? Ce qu'ont pris les Allemands comme position, c'est de dire, oui, il y aura des supporters des deux camps, en masse, on fait en sorte que ce soit festif, et on a des forces de l'ordre qui interviennent en cas de problème. La politique de la France, c'est, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on interdit les déplacements de supporters, ce qui va poser problème dans quelques jours pour l'Euro, puisque là, ils ne vont pas pouvoir interdire les déplacements de supporters. Et donc, du coup, comment des policiers français qui n'ont jamais été entraînés depuis des mois à gérer des déplacements de supporters vont arriver à gérer des supporters, pour certains assez virulents, en masse conséquente. Donc derrière, ce que je voudrais dire, derrière cette question des interdictions de déplacement, il se pose la question de qu'est-ce que représente le stade, quel public il peut accueillir. On a évoqué tout à l'heure la question des publics populaires et de l'éviction des classes populaires avec l'augmentation du prix des places. Il y a aussi, est-ce que le stade peut être un lieu un peu antagoniste aussi, où il y a des supporters des deux camps, ou est-ce qu'on veut un stade extrêmement propre d'une société parfaite ? Ouais. Et il y a aussi la question, derrière la question de l'absence de dialogue, il y a aussi la place qu'on accorde à des supporters, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les supporters ultras, ils ont un gros défaut pour les instances du football et certains intérêts politiques ou économiques, c'est qu'ils sont critiques sur les évolutions du football. Il y a souvent des banderoles contre le foot moderne ou le foot business, et c'est cette dimension-là dont on a l'impression que les instances, les pouvoirs, les clubs, tous en accord les uns avec les autres, cherchent à juguler.
Est-ce que vous avez des exemples, enfin, je sais que vous en avez, sur le manque de culture du dialogue et de démarche du dialogue entre les pouvoirs publics en général, la Ligue et les supporters, sachant qu'il y a eu récemment une loi contre le hooliganisme et enfin, je ne me rappelle plus l'intitulé, vous allez nous le rappeler, mais qui a permis d'illustrer ces problématiques et ces rapports de force. Alors en fait, toute l'élaboration de cette loi est très symptomatique du fonctionnement français. À l'origine, c'était une loi qui devait juste renforcer la lutte contre le hooliganisme et qui montre en fait qu'en France, on n'a pas compris que le hooliganisme est presque inexistant au sens pur et dur du hooliganisme. Et que, en fait, quand on se vante aujourd'hui d'avoir eu de très bons résultats sur le hooliganisme, en fait, on se vante d'avoir battu ce qui n'existait pas. Donc, c'est beaucoup de communication en ce moment qu'on voit beaucoup du ministère de l'Intérieur. Il faut faire attention sur ce point-là. Alors, effectivement, c'est parti d'une loi renforcée. Comme on le fait tous les 2-3 ans, ou notamment avec une compétition sportive, renforcer les moyens de répression, de restriction de liberté à tous les égards. Et donc, après être passé de l'interdiction des interdictions judiciaires, après le contrôle du juge, on est passé aux interdictions administratives avec le contrôle des pouvoirs publics. Et là, on a voulu étendre en donnant ce pouvoir-là aux organisateurs de manifestations sportives, qui sont des entités de droit privé, donc qui poursuivent des objectifs purement économiques, et on veut leur donner le pouvoir de choisir leurs supporters. Et à l'origine, le texte, par exemple, était sidérant, c'est-à-dire que si jamais un club considère qu'un supporter est susceptible de contrevenir aux dispositions prises pour le bon déroulement de la manifestation, il peut interdire cette personne de stade unilatéralement, sans procès, sans rien, et le ficher dans un fichier pour que, pendant 2 ans, dès qu'il aille se rendre dans un stade, sa carte d'identité ou sa carte d'abonnement, marque refusée, il ne puisse pas passer le tourniquet. Donc on a ce décalage-là. Il y a eu une prise de conscience au Sénat sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu tout un rééquilibrage d'abord de la partie répression. Donc, en fait, la loi a plus ou moins été vidée de sa substance, puisque maintenant, c'est seulement une personne qui a ouvertement violé le règlement intérieur ou les conditions générales de vente sur les dispositions de sécurité qui pourra être interdite de stade par un club. Mais ça, c'est déjà le cas. Toute personne qui ne respecte pas un contrat ou qui ne respecte pas les règles de sécurité, même pour aller à un concert, elle ne pouvait pas rentrer. Donc, en fait, on a vraiment réduit ce spectre-là. Et on a créé pour la première fois, dans la loi, la question de renforcement du dialogue avec les supporters, avec pour la première fois la définition du supporter juridiquement, qui depuis la loi Lyon-Marie de 1993 n'apparaissait dans des textes que comme l'auteur d'une infraction ou la personne contre laquelle il faut créer des dispositifs restrictifs de liberté. Et là, on a écrit dans le Code du sport que le supporter est un acteur du monde sportif, qu'il est là pour encourager son équipe, pour faire vivre, pour animer. Et donc, on a créé, notamment à cet égard-là, une instance nationale du supporterisme qui sera placée auprès du ministère des Sports et qui sera là pour différentes missions, mais notamment consultatives, réflexives, pour faire avancer le dialogue. Et ce qu'on a pu voir au Sénat, parce que l'Association nationale des supporters a énormément travaillé, elle a rencontré beaucoup de parlementaires, de journalistes, de représentants de la Ligue de football qui, avec son changement de gouvernance actuel, semble être plus ouverte, puisque le directeur général Didier Quillot a dit qu'il voulait construire l'avenir avec les supporters, ou la Fédération française de football qui a organisé avec l'ANS les conférences en marge de l'Euro sur Respect Fan Culture donc cette ouverture des fans ambassadeurs où il y a tout un dialogue et une coopération. Et donc on en arrive à ce stade et toutes les barrières tombent. C'est-à-dire que les dirigeants se rendent compte qu'en fait les supporters, c'est pas le jeune de 18 ans aviné et cervelé qui refuse de s'intégrer dans la société, qui va au stade comme exutoire. Et les supporters se rendent compte que en fait dans les directions, dans les forces de l'ordre, il y a des passionnés de football, des gens qui, lorsqu'ils n'ont pas leur fonction professionnelle, ils vont au stade aussi dans les mêmes tribunes et qui sont passionnés. Et donc on fait tomber les barrières et on déconstruit tout ce qui malheureusement s'est construit depuis plusieurs années, c'est-à-dire que la lutte contre le hooliganisme sans dialogue a construit des tensions qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, les problèmes qu'il peut y avoir d'ordre public en marge de manifestations sportives, c'est un manque de dialogue. C'est par exemple que vous arrivez à un stade et vous avez les policiers qui vont vous dire « voilà, vous allez à telle zone à telle heure pour faire ceci », puis les gendarmes qui vont vous dire « ah non, c'est telle zone à telle heure ». Et puis après, vous allez avoir la division nationale de lutte contre l'hooliganisme qui va arriver, qui va dire « ah ben non, c'est ni ça ni ça ». Le ton monte et ça peut finir avec du gazage, des tirs de flashball. Et il y a eu plusieurs incidents, plusieurs fois. Et c'est aujourd'hui un problème que le dialogue tend à désamorcer.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre. Il faut quand même être clair que sur Paris, il y a des vrais problèmes de violence. Hein. Pierre l'a rappelé au début. Donc le hooliganisme en France est bien moindre que dans les autres pays, mais il existe. Et quand on pouvait accéder aux données du ministère de l'Intérieur, j'avais pu travailler sur ces données de 2006 à 2010, et on voyait qu'avec les données même du ministère de l'Intérieur, qu'on pourrait questionner, 5% des faits répertoriés étaient des faits très graves, 20% des faits sérieux et 75% d'effets mineurs de troubles à l'ordre public. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien des problèmes dans les stades, mais que c'est des problèmes relativement limités et que tous les problèmes moyens finalement ou de faible importance pourraient être traités par le dialogue et l'anticipation. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que la question que Jérôme posait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on cible les hooligans ou pas? Finalement, les hooligans aujourd'hui, ils posent très peu de problèmes au monde du football. Pourquoi? Parce qu'ils se battent loin des stades puisque les stades sont sécurisés. Donc ils ne gênent pas. Ceux qui peuvent gêner, c'est les ultras, parce qu'ils ont un statut particulièrement ambivalent dans le monde du foot. C'est-à-dire que d'un côté, les clubs en ont besoin, parce que les supporters ultras, c'est ceux qui amènent le plus d'ambiance, c'est ceux qui montrent qu'il y a de la passion. Et pour vendre le spectacle, il faut bien qu'il y ait de la passion, sinon le spectacle n'est pas vendable. Mais en même temps, c'est ceux qui sont critiques et ceux qui parfois débordent. Et donc du coup, c'est un double mouvement. C'est-à-dire que Pierre Barthélémy l'a bien rappelé, il faut qu'il y ait un dialogue qui vienne de la part des autorités vis-à-vis des supporters pour les amener à se responsabiliser, mais il faut aussi que les supporters ultras soient capables de se responsabiliser eux-mêmes et de porter un discours clair. Parce que si les supporters ultras défendent un football populaire, comme ils le disent, où les prix des places sont bon marché, où les supporters peuvent animer les tribunes, où il n'y a pas de violence forte, etc., ça, beaucoup de supporters de football vont être avec eux. S'ils ont un discours ambigu sur la violence ou sur les sujets de discrimination, là, ça va être plus compliqué. Donc il y a bel et bien eu des problèmes très graves en France à Paris, enfin, il ne faut pas les minimiser. Donc du coup, dire il faut réprimer d'un côté, mais aussi prévenir et dialoguer, c'est une politique équilibrée qui peut porter ses fruits. D'ailleurs, le PSG actuellement est en train de se rendre compte qu'il n'y a plus d'ambiance dans son stade, qu'il y a des problèmes d'aseptisation et qu'il va bien falloir essayer de trouver des solutions. Alors, je vous propose à présent d'aborder la dimension plus économique, là, de façon au sens propre, de la facture à payer de l'euro. Toujours avec vous, Jean-Pascal Gaillan, vous êtes économiste du sport, et Vincent Grimaud, vous avez signé cet excellent dossier dans l'Alternative économique sur l'euro dans ce mois de juin, de ce numéro du mois de juin. J'aimerais juste reprendre un extrait justement de ce dossier où est indiqué, et commencer par les PPP. Alors là, PPP, explication. Les PPP, c'est partenariat public-privé. C'est un mode de gestion, mais je vais vous laisser l'expliquer dans une seconde. Un rapport parlementaire stipule clairement que les PPP sont cette bombe à retardement pour les collectivités locales. Explication, s'il vous plaît. Alors un PPP, c'est sur le papier assez simple. C'est un accord à deux entre... d'un côté, en tout cas pour les stades, je vais parler des stades pour faire simple, une ville et un opérateur privé. La ville se dit, j'ai pas assez d'argent pour investir, pour construire un stade tout neuf. Et un agent privé va lui dire, moi je vais apporter la somme qui manque, j'entretiens le stade pendant 30 ans, je l'exploite, je l'entretiens, et je vous livre en fin de contrat le stade dans son état neuf. Donc, à une époque, il y a eu une sorte d'emballement au milieu des années, début des années 2000, une sorte d'emballement autour de ces PPP, et beaucoup de villes se sont lancées dedans. Alors, les plus anciennes, on commence à voir les effets. On a vu très vite les effets. On a Le Mans, notamment, Le Havre aussi, mais surtout Le Mans. Et je pense qu'on a un spécialiste qui en parlera mieux que moi. Et de l'autre côté, on a des gros stades qui ont été construits comme ça, Nice, Lille et aussi Bordeaux. Et puis Marseille, qui là, on est sur une rénovation, mais une rénovation à 260 millions d'euros, donc quasiment le coût d'un stade neuf ailleurs. Et donc, dans ces villes, il se passe à chaque fois la même chose. L'opérateur public arrive un peu naïf et l'opérateur privé est très bien informé. Et à la fin, on arrive à un accord qui est complètement déséquilibré, puisqu'on se rend compte déjà que chaque année, alors on est sur les premières années d'exploitation, mais on sait déjà que chaque année, jusque-là, dans tous les exemples qu'on a, la ville paye plus que ce qu'elle avait prévu. Exemple à Nice, très concret, Christian Estrosi a dit « ce sera 8,3 millions d'euros par an, je m'y engage, on versera à l'opérateur privé 8,3 millions d'euros par an ». Cette année, budget primitif 2016, 11,9. Donc, tout ça fois 30 ou 35 ans, vous voyez que la facture explose, sans compter qu'il y a là-dessus un risque sportif. Et c'est ce qui s'est passé au Mans, je vais peut-être vous laisser l'expliquer. Justement, oui, Jean-Pascal Gaillan, la situation du Mans a posé problème puisque le club a été liquidé. Oui, alors les PPP, ça pourrait être une bonne idée à certains égards, mais
quand un club connaît une déconfiture sportive, eh bien, le stade va devenir un éléphant blanc, une cathédrale vide, et effectivement, il n'y a plus aucune utilité sociale. Ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, pour les villes, c'est assez commode, ou ce fut assez commode, parce que plutôt que de s'endetter complètement, on va dire, avoir la contribution du partenaire privé, et puis on va payer un loyer, en quelque sorte, pendant 30 ans. Mais en termes de chiffre d'endettement, la collectivité va présenter des chiffres beaucoup plus présentables, et c'est presque un tour de passe-passe, parce que, in fine, le contribuable va payer pendant 30 ans. Et effectivement, lorsqu'il s'agit d'un collège qui est construit en PPP, bon, peut-être ça va coûter un petit peu plus cher que si c'était une maîtrise d'œuvre publique traditionnelle, mais on a une utilité du collège pendant 30 ans. Avec l'aléa sportif dans le football, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où le stade est inoccupé, va juste voir passer des courants d'air. Et là, effectivement, c'est une désutilité sociale, ou en tout cas une non-utilité sociale, en dépit d'une facture qu'il faut continuer à payer. Et pour donner les chiffres qu'il y a dans votre dossier, pour le Mans, la ville doit payer 3 200 000 € par an pour ce stade, alors qu'en effet, on l'a dit, le club a été liquidé. Et il faut qu'elle paye ce loyer jusqu'en 2044. Oui, alors il y a eu un moment qui a été après la candidature ou l'obtention de la candidature pour l'organisation de l'Euro 2016 en France, il y a eu l'idée d'attraper le retard français, un des innombrables retards français dont on nous accable en permanence. Et il y a eu une forte mobilisation dans les discours. Alors, si on est un peu sévère, on parle de propagande. Il y a eu les PPP, mais on a présenté le financement des nouveaux stades avec des moyens. Donc les PPP qui allaient être sans douleur pour les collectivités, mais on avait aussi parlé du naming des stades qui allait permettre, on allait trouver des sponsors pour donner leur nom au stade. On a parlé de la multifonctionnalité des stades qui allait permettre d'accueillir plein d'événements, de manifestations diverses et donc de rentabiliser les stades. Voilà. Et on constate aussi, cette saison-ci a été celle où tous les nouveaux stades prévus pour l'Euro 2016 ont été mis en œuvre. Et parmi les éléments de langage qu'on nous avait servis à l'époque, on nous avait dit, quand un nouveau stade ouvre, il y a un effet assez considérable sur la fréquentation, qui se tasse un petit peu après, mais qui montre l'attractivité des nouveaux stades. Or, cette saison, on a pu constater, alors il y a des cas de figure différents, mais des chiffres de fréquentation assez alarmants. Avec des taux de remplissage assez faibles. Et pour résumer ça d'une formule, on a créé plus de sièges vides qu'on en a occupé de nouveaux. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas eu plus de débats contradictoires à ce moment-là pour arriver à des solutions plus rationnelles, plus raisonnables, puisque ce qui se pose en définitive, c'est une question pour beaucoup de stades de leur surdimensionnement. Le gigantisme, oui. Effectivement, comme vous l'avez dit encore, le partenaire privé est bien informé, et puis aussi il est assez habile. La collectivité se laisse un petit peu s'emballe. On va dire, monsieur le maire, votre ville mérite un grand stade, un beau stade. Et c'est vrai qu'il est assez facile pour certains opérateurs du BTP d'obtenir ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire un stade peut-être surdimensionné. La facture qui va être payée, elle risque d'être plus élevée parce que le partenaire privé est un peu jugé parti. Il va être constructeur, il va être concessionnaire exploitant, mais d'une certaine manière, c'est lui qui va fixer le prix de la contribution qu'il va apporter. On va dire, dans le stade du Mans, il y a 50 millions qui sont apportés par les collectivités territoriales, et puis il y a Vinci qui dit, moi je vais finir le stade et ça va me coûter 50 millions. C'est lui qui sait si ça lui coûte 30, si ça lui coûte 60. Donc oui, évidemment, on a une tendance à la surfacturation par ce mécanisme, et je crois que les collectivités territoriales sont parfois un peu naïves. Bon, les exemples qui ont été malheureux font que je crois aujourd'hui les collectivités sont plus attentives. Je ne veux pas fustiger les services juridiques de la ville du Mans, mais je pense que les juristes de Vinci
me semblait un petit peu plus féroce que les juristes de la ville du Mans, qui c'était leur premier cas de ce genre. Ils sont forcément un petit peu en position de faiblesse. Et puis il y a des contre-exemples où des villes ont été plus raisonnables. Vous les évoquez justement dans le dossier, Rennes, Nantes, Saint-Étienne. Oui, alors c'est des villes où les élus disent non, on va pas rentrer dans le jeu de grossir, on ne va pas rentrer dans le jeu de l'UEFA qui est d'avoir des critères irréalistes. On a d'autres sports à financer, on a d'autres, pas que des sports, on a d'autres services publics à financer. Donc on va essayer de faire des investissements modestes. Alors à Saint-Étienne, ça s'est traduit très concrètement par une transformation des sièges. Si vous êtes en configuration UEFA pour accueillir l'Euro, il vous faut des dossiers pour le confort au siège, merci, dans les tribunes, dans les virages, donc pour le confort. Par contre, pour les matchs de championnat, les supporters veulent pouvoir être debout pour chanter, pour donc les fameux ultras dont on parle, pour mettre une belle ambiance. Donc il est hors de question d'avoir des dossiers. Comment faire Soit on change tous les sièges après l'Euro, soit on fait plus simple, on réfléchit intelligemment et on fait un investissement qui permet d'avoir des sièges rétractables. Alors, on se retrouve avec un stade qui n'a pas bougé, donc c'est beaucoup moins vendeur sur la plaquette de bilan de fin de mandat. On a toujours le même stade, sauf que la facture totale à Saint-Étienne devrait s'élever entre 70 et 75 millions d'euros. On est sur un tiers d'un stade neuf, à Nice par exemple. Donc c'était possible de faire autrement. Et par ailleurs, il faut bien le dire, on nous vend souvent cette histoire comme oui, mais on était obligé de moderniser nos stades pour accueillir l'Euro. C'est vrai en partie, mais on est allé au-delà des demandes. Les critères de l'UEFA ne demandent pas 10 stades au-dessus de 40 000 places. Il faut un très gros stade, deux ou trois stades de taille moyenne, et ensuite on peut être à des stades en dessous de 40 000 places. Donc là, il y a une forme de déresponsabilisation en disant c'est l'UEFA qui demande, on est obligé de s'aligner, alors qu'on n'est pas obligé. C'est quand même un peu vrai, parce qu'un stade, si on dit qu'un stade de 40 000 places, c'est un stade moyen, pour Bordeaux, 40 000 places, c'est clairement trop. Donc il y a quand même une dictate des règles de l'UEFA et de la FIFA sur les grandes compétitions qui pose problème et que vous montrez bien d'ailleurs dans le dossier de l'alternative économique, en essayant quelque part, vous avez une conclusion que moi j'ai trouvée positive, de dire peut-être que, puisqu'on a vu dans le cas des derniers euros ou mondiaux qu'il y avait des abus au Brésil ou en France, peut-être qu'on va avoir un rééquilibrage, enfin ce que vous disiez aussi, entre la puissance publique et les acteurs comme l'UEFA et la FIFA, parce que quand on demande un stade de plus de 40 000 places pour avoir un quart de finale, il faut bien qu'il y ait quand même des quarts de finale, donc ça oblige à avoir des stades de 40 000 places. Et ça, 40 000 places, c'est trop. Justement, parlons-en de l'UEFA. J'ai découvert avec stupéfaction que le coût de l'Euro 2016 pour l'UEFA s'élevait à 650 millions d'euros. Je parle sous votre contrôle. C'est les chiffres qu'ils m'ont fournis sur ma demande, en tout cas. Donc. Voilà, ça c'est... Ça va coûter 650 millions d'euros et ça devrait rapporter, bénéfice attendu, près de 2 milliards d'euros, sachant que l'UEFA ne partage pas du tout le gâteau. Le reste, c'est à la charge de l'État qui règle l'histoire des stades, on l'a évoqué, de la sécurité, des fan zones. Sans oublier que l'État fait un cadeau fiscal à l'UEFA qui ne va payer aucun impôt sur ses activités, ce qui représente dans la poche de vous et de nous, contribuables français, environ 150 à 200 millions d'euros. Et il y a cette exigence du cahier des charges. Donc on a évoqué les stades, des normes de sécurité, d'une redevance de 600 euros par jour au commerce de proximité qui sont obligés de servir les produits des sponsors officiels, sans quoi, alors je vais y venir, sans quoi on bâche le commerce les jours de match, mais je vous écoute Vincent Grimaud, ça a été un petit peu négocié. Oui, c'est ça. C'est que l'UEFA est arrivé a vendu à ses sponsors des critères d'exclusivité un peu fantaisistes. C'est pas moi qui le dis, c'est des acteurs de la négociation. Et donc l'UEFA est arrivé et autour de la table, ils se sont très vite rendus compte que c'était pas jouable, puisque la demande était pour les commerces situés très proches du stade de payer 600 euros, de ne servir que les boissons officielles de la compétition. Oui. Et si on refuse, donc on met une bâche de 2,50 m devant le commerce, ce qui est quand même ce dont on pourrait discuter en termes de libre entreprise, qui est censé régir notre Union européenne. Mais enfin, là, ça ne posait pas de problème. Donc heureusement, là, les villes ont dit stop, ça va trop loin, on n'acceptera pas ça. Et ils ont revu leurs critères à la baisse et
Et la seule chose que vous ne verrez pas pendant l'Euro, c'est des pubs pour Pepsi à 1 kilomètre autour des stades. Voilà. C'est ça, Puisque pas Pepsi- les marques partenaires. Et puis, Exactement. bon, les collectivités ont quand même accepté de payer 1 000 € pour diffuser les matchs sur écran géant. Donc là aussi, elles sont rançonnées. Jean-Pascal Gaillan, c'est l'UEFA le patron en fait. Pourquoi est-ce qu'on continue à s'assujettir aux règles de l'UEFA quand je vous donne les chiffres? Et des grandes organisations Oui. sportives. Oui, En général, ça ne vaut pas que pour le football. Les JO, on peut en parler. Puisque Paris candidate Vous l'avez dit, pour les Jeux c'est Olympiques. l'UEFA le patron. Les États surenchérissent pour obtenir ces grandes compétitions. Est-ce intelligent de le faire? C'est la question qu'on peut poser. Bon, je crois qu'un euro de football n'est pas une si mauvaise affaire que ça d'un point de vue économique. Ce qui est vrai, ce qui est choquant, c'est qu'effectivement, il y a des rentrées fiscales qui ne seront pas là. Néanmoins, il y aura à peu près sans doute 180 millions d'euros de TVA en supplément sur l'ensemble des dépenses des spectateurs étrangers et de partenaires et de prestataires. Bon, moi je ne suis pas tout à fait convaincu par le chiffre de 2 milliards. L'étude qu'a menée le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges fait état de 1,2 milliard. Bon, Mais c'est une étude qui a été commanditée par l'UEFA. oui, mais bon, Sur les 2 milliards de recettes pour l'UEFA? Alors, non, alors c'est ça qui est un peu ambigu. Donc, ce qu'on peut évaluer comme étant les retombées économiques de la compétition, moi je pense qu'on peut parler autour d'1 milliard d'euros. Bon, le CDES a trouvé 1,2. C'est quelque chose qui est quand même sur des bases relativement solides. C'est les dépenses des spectateurs non locaux, donc ceux qui viennent, les 1,5 million de spectateurs qui viennent et qui ont un panier moyen de 353 € par jour. Bon, il y a plein de nuances qu'on peut apporter, mais ça, c'est pas non plus une mauvaise affaire pour l'économie française, et c'est plutôt quelque chose qui est... Est-ce que c'est une aussi bonne affaire qu'on le dit? Parce Alors, que dans les arguments de vente des grands arguments, des grands événements sportifs, il y a ces retombées économiques. Or, sans être spécialiste, la plupart des études dont j'ai eu connaissance ces dernières années avaient plutôt tendance à les considérer comme assez largement chimériques. C'est une moins mauvaise affaire que les Jeux Olympiques. Voilà. Je pense que parce que l'euro fait venir des spectateurs qui viennent de toute l'Europe, qui ont un pouvoir d'achat assez élevé, qui vont dépenser de manière assez conséquente. Alors oui, il y a par exemple ces fameux phénomènes d'éviction touristique. Il y aura moins de touristes standards à Paris, à Bordeaux et à Nice que d'habitude. Et ce qu'on observe surtout, c'est que les hôteliers vont multiplier par 2 ou 3 le prix des chambres d'hôtel. Bon, il faut être très mesuré, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que on annonce des retombées économiques tout à fait gigantesques, alors que parfois elles sont relativement modestes. L'exemple de la Coupe du Monde de rugby, il y a une étude faite par l'ESSEC qui parlait de 8 milliards d'euros de retombées économiques. Le Centre du droit à l'école du sport de Limoges a fait une étude a posteriori qui disait c'est 590 millions. On est plus proche de la réalité autour de ces 590 millions ou de 400. Bon, c'est pas totalement négligeable. Par contre, en effet, sur certains Jeux Olympiques, les retombées ont été nulles, voire négatives. Moi, je ferai un distinguo entre les deux événements. Voilà. Ce qui est vrai et ce qui est choquant, en revanche, c'est effectivement ces exemptions fiscales, ces extraterritorialités dont bénéficient ces grandes organisations. Et voilà, il faut accepter, c'est tout de même un peu choquant. Il y a aussi le fait sur lequel on peut s'interroger aussi, et c'est valable pour la FIFA comme pour l'UEFA, est-ce que ces confédérations sportives, qui ont dans la mission quasiment de service public à un niveau mondial, et d'organiser, de développer leur sport, est-ce que leur vocation, c'est d'engranger des bénéfices aussi faramineux? Alors ça, c'est en amont. Qu'elles réinvestissent dans l'éducation du football. Oui. On a vu avec les différentes crises et malversations récentes qu'il y avait des vraies questions qui se posaient. C'est pour ça qu'en fait le football, c'est un enjeu politique. Si on le laisse jouer avec la FIFA ou l'UEFA, on peut avoir des débordements graves. Et donc là, il y a des enjeux importants. Et par exemple, sur les Jeux Olympiques, c'est assez intéressant. On voit que des villes osent plus porter candidate ou retirent leur candidature. Et donc, s'il y a moins de compétition entre villes ou entre pays, peut-être que les exigences seront obligées de baisser et on reviendra à des cahiers des charges plus raisonnables. Oui, parce qu'il y a un mouvement de défiance vis-à-vis, enfin, on n'est plus du tout dans la même configuration qu'il y a quelques années.
il y a des villes qui, quand elles ont organisé des débats publics et en particulier des référendums, comme en Allemagne, là, les populations ont voté contre, une fois informées, et c'est pas surprenant. À Boston, ce sont quelques activistes qui ont monté un mouvement d'opposition et qui a poussé le maire de Boston à renoncer à la candidature. Pour Paris, on n'a pas vraiment eu ce débat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique aussi en arrière-plan ? Il y a un gros problème démocratique qui est lié à la course en avant que se font les États pour qui fera la meilleure candidature. Et c'est ce que l'économiste Vladimir Andreev résume par la formule la malédiction, enfin c'est pas le seul bien sûr, mais la malédiction du vainqueur. C'est-à-dire pour gagner, vous devez surenchérir et donc vous vous retrouvez avec des conditions qui sont proprement inacceptables au final. Mais si vous oubliez le débat du début, vous ne comprenez pas le débat de la fin. Comment justifier que l'UEFA, qui gagne 1,3 milliard sur la compétition, refuse de payer 150 à 200 millions ? Et encore une fois, c'est pas refuse de payer, d'impôts, pardon. C'est pas refuse de payer, c'est qu'elle exige et obtient. C'est-à-dire que c'est un peu, ça c'est Loïc Ravenel qui est économiste en Suisse qui dit ça, qui dit c'est un peu hypocrite en fait de se scandaliser maintenant parce que tout était écrit noir sur blanc. Ouais. Il y a un cahier des charges et dedans il y avait, à quelques exceptions près, celle des commerçants dont on a parlé tout à l'heure qui est un peu anecdotique, mais sinon tous les grands critères étaient écrits noir sur blanc. J'ai pu les consulter, c'est vraiment écrit. Et l'exemption fiscale, elle est écrite, elle est acceptée sous le quinquennat Sarkozy, elle est confirmée sous le quinquennat Hollande. Donc de ce point de vue-là, on peut pas dire... Et étendu, en plus ça a donné le mauvais exemple pour les autres sports, donc on ne peut pas dire qu'on soit surpris. Donc il y a un vrai problème démocratique dans la mesure où c'est décidé en haut et après il y a l'opinion publique quand même, alors ça vaut ce que ça vaut comme concept, l'opinion publique, mais on entend quand même pas mal de grincements de dents sur cette exemption fiscale et c'est probable, à mon avis, qu'un référendum aurait donné les choses autrement. Ce qui est dommage, si vous voulez, moi, et là je parle en tant que fan de foot, c'est vraiment dommage d'en arriver là parce qu'après le foot est accusé de tous les maux, que ce soit pour les gens qui n'aiment pas le sport ou pour les gens qui aiment le sport mais qui n'aiment pas le foot à cause de ce genre de choses. Et c'est dommage parce que l'Euro aurait pu être une meilleure fête. J'espère que ça en sera une, mais je veux dire, on pouvait accueillir l'Euro différemment. Et de ce point de vue-là, c'est dommage, parce qu'on n'aurait peut-être pas ce débat-là ce soir si on avait un peu plus de mesures.